Et il est 8h. Bienvenue à vous. Joyeux Noël. 6h-9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. Et à 8h, le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. De la basilique Saint-Pierre de Rome au rond-point de Valette, près de Nantes, vous aviez le choix de réveillon avec le pape ou avec les gilets jaunes. Reportage dans ce journal. On vous fera aussi écouter ce discours totalement inattendu, mais vibrant, d'un jeune diplômé de l'école centrale de Nantes en faveur de l'écologie. Il circule beaucoup sur Internet. Et puis un peu de cinéma, Laetitia Casta plus Lily Rose Depp égale le nouveau film de Louis Garrel. Ça s'appelle L'homme fidèle. Europe 1. Il y avait donc 1001 façons de fêter Noël hier soir, avec plein de cadeaux au pied du sapin, traditionnel, ou donc avec des gilets jaunes autour d'un rond-point, nettement plus inhabituel. On vous emmène à Valette, près de Nantes. Ils étaient plusieurs à vouloir passer le réveillon ensemble, comme dans une nouvelle famille. Le mot d'ailleurs est revenu souvent dans les conversations, on va l'entendre, histoire de montrer aussi que le mouvement ne s'arrête pas malgré les fêtes. C'est un reportage de Pierre-Baptiste Vanzini. À côté du rond-point, quelques guirlandes clignotent attachées à un barnum. Des sièges sont posés autour d'une bobine de chantier. Et à côté du brasero, Florian, jeune salarié, profite de ce moment. J'ai trouvé une deuxième famille ici parmi les gilets jaunes. Pour moi, ce soir, c'est comme un vrai Noël. C'est un Noël en extérieur, c'est un Noël convivial. Et c'est le but, en fait, d'être ici. On continue, on lâchera jamais, quoi. Et puis la conversation s'interrompt parce que Thibaut vient faire passer les toasts. C'est très très bon, c'est succulent. On fait passer les toasts, on profite du moment, on sait qu'on est là et même si Macron il nous aide pas dans tout ça, on est quand même là, on résiste. Dans son superbe pyjama, Maddy, 8 ans, sillonne le campement en roller. Elle s'éclate. On s'amuse ici. On mange, des fois on joue avec les adultes. On peut faire des petits jeux et tout et on s'amuse à manifester. Jessica, sa maman, regarde sa fille aller et venir. Pour elle aussi, cette soirée, c'est un peu le symbole de tous les liens qui se sont créés au cours de cette lutte. De réaliser Noël avec des personnes qu'on connaissait peut-être pas il y a 15 jours et se rendre compte qu'on peut se sentir comme chez soi ou comme dans une famille, ça réchauffe les cœurs. Et ici, l'ambiance est tellement bonne qu'on commence déjà à préparer le réveillon du Nouvel An. Valette, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. La défense des pauvres aussi, mais dans une atmosphère plus religieuse forcément. Nous partons maintenant sous la voûte de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Moins de matériel, plus de spirituel. On peut recevoir ainsi le message du pape François. C'était lors de la messe de Noël, avec une mise en garde contre une société de surconsommation avide et vorace. Ce sont les termes utilisés par le pape. Et un nouvel appel à partager avec ceux qui n'ont rien. La correspondance de Blandine Hugonnet. Sur la place Saint-Pierre, Paul Emmanuel sort tout juste de la messe de la nuit de Noël avec le pape François, un moment marquant pour ce jeune venu avec toute sa famille. C'est la première fois du coup qu'on venait ici au Vatican. C'était assez émouvant de voir la messe et le pape parce que justement on a des gens de toutes les nationalités, vraiment de tous les pays qui étaient réunis pour pouvoir vivre Noël depuis le Vatican. C'était un vrai moment de communion et de foi. Catholiques pratiquants, Benoît et sa femme ont tenu à emmener leurs 3 enfants au Vatican pour ces fêtes, pour retrouver le sens de Noël. Pour nous, c'est le cœur un peu de notre foi, donc c'est quelque chose de fort. Mais bon, on essaie de donner un sens à cette fête qui est un peu trop. C'est la course au cadeau, c'est la course à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, le truc. Moi, je leur ai dit, le cadeau, c'est Rome. Ils disent, mais si c'est Rome, vous vous rendez pas compte, quoi. Il faut peut-être ça qu'une fois dans votre vie. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Ne pas céder au consumérisme, c'est justement le message délivré par le pape François hier soir. Dans son homélie, il a invité les catholiques à savoir partager en cette période de Noël. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1. Et puis il y a d'autres prises de parole qui font réfléchir. On avait envie de vous raconter ce matin ce discours plutôt gonflé, disons-le, mais salué et très partagé sur les réseaux sociaux. Le discours d'un jeune diplômé de l'école centrale de Nantes. Il s'appelle Clément, il a 24 ans. Il aurait pu se livrer à un exercice consensuel de jeune ingénieur diplômé. Il a préféré un plaidoyer vibrant en faveur de l'écologie, quitte à critiquer ouvertement sa propre école. Le récit de François Randry à Narissoa. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne refera pas. Droit derrière son pupitre, nœud papillon et la moustache impeccable, Clément Chouane cite Albert Camus pour évoquer ses désillusions d'apprenti ingénieur. Quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Silence total dans la salle, le jeune diplômé va plus loin et interpelle le directeur de Centrale Nantes. Je la prends aujourd'hui la parole, pour vous dire que je pense que vous vous trompez sur la vision que vous avez de la transition écologique
et les moyens que vous y attribuez. Un mois après la cérémonie, sur Internet, son discours trouve un écho inattendu. Pour lui, c'est bien là une preuve de plus qu'il est temps de changer de modèle. On s'imaginait que il y aurait quelques centaines de personnes qui verraient ce message et finalement, en quelques semaines, là, on arrive à quelques milliers, voire centaines de milliers. J'avoue que là, je suis un peu surpris par l'ampleur que ça prend, mais je trouve que ces idées-là sont en train de faire leur trou. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme cela que ça s'est passé. La récit de François Randrian Arissoa. Et puisqu'on parle d'écologie, on vous donne aussi des nouvelles de cette pétition en ligne pour une action en justice contre l'État français. Elle cartonne littéralement et devrait bientôt atteindre les 2 millions de signatures ou de clics si vous préférez. Il s'agit d'attaquer l'État pour non-respect de ses engagements contre le dérèglement climatique. Plusieurs ONG comme Greenpeace ou Oxfam sont à l'origine de cette initiative avec le soutien de plusieurs personnalités. Également dans l'actualité ce matin, une amende record pour la Banque Postale. 50 millions d'euros. On parle ici de lutte contre le financement du terrorisme et la Banque centrale est attaquée pour carence grave. Vous allez comprendre en écoutant les explications d'Anne-Laure Jumet. En cause, un service permettant de transférer très rapidement des sommes allant jusqu'à 1 500 €. Le problème, c'est que 75 opérations de ce type ont été effectuées pour le compte de 10 personnes impliquées dans des activités terroristes et dont les avoirs étaient donc gelés. Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2017. Il n'y avait pas en interne de système permettant de détecter ce type de profil. Voilà ce qui est reproché à la Banque Postale. Pour le superviseur bancaire français, tout cela n'est pas à la hauteur d'un organisme de taille significative, qui plus est dans le secteur public. Un argument contesté par la filiale de la Poste qui a engagé un recours devant le Conseil d'État. Elle dénonce le caractère disproportionné de l'amende, les faits reprochés ne portant, dit-elle, que sur 16 500 €. Elle estime par ailleurs qu'il s'agissait d'opérations de faible montant menées par des détenus qui recevaient de l'argent de leur famille ou qui en envoyaient à leurs proches. Des transferts qui, selon elle, ne constituent pas des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. C'est un conflit qui aura duré près de 90 jours dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, celui des bijoutiers et des palaces. On parle des femmes de ménage de l'hôtel Parc Hyatt Vendôme. Elles étaient en grève et réclamaient notamment des augmentations de salaire. Elles ont obtenu gain de cause. Elles ont repris le travail hier sous l'œil de Mathieu Bock. Reportage. Elles ressortent épuisées mais le sourire aux lèvres. Reprendre le travail après 3 mois de grève, c'est une victoire pour Anne-Marie, une femme de chambre. 3 mois, c'est pas facile. Rester debout de 9h à 15h, chanter, bouger, c'est pas facile. Mais Dieu merci, on a réussi, on a gagné, on est content. Des augmentations de salaire allant de 120 à 280 € par mois pour ces femmes de chambre qui nettoient des suites allant jusqu'à 18 000 € la nuit. Et pour les sous-traitants, un statut quasi identique aux salariés de l'hôtel. La victoire est presque totale pour Nora de la CGT, surtout à la veille de Noël. Je suis heureuse parce que je me dis, voilà, ça tombe pile poil avant Noël. Ce soir, c'est le réveillon et ça aurait été triste si aujourd'hui on était encore dans la rue pendant les fêtes, de voir tout le monde en train de vivre ce moment-là de l'année qui nous touche tous et qu'on est encore là en train d'attendre et on ne sait pas ce qui nous attend. Donc la veille de Noël, c'est génial. Mais cette grève va laisser des traces puisque certaines femmes de ménage ont perdu plus de 6 000 € en 3 mois. Mathieu Bock. Et puis un peu de cinéma, on peut considérer que c'est un cadeau de Noël d'une certaine façon. C'est le retour de Laetitia Casta avec une autre actrice, Lily Rose Depp, dans un film signé Louis Garrel, son titre L'homme fidèle. Mathieu Charrier a vu et il a aimé. Difficile de classer L'homme fidèle entre la comédie, le thriller, le film sentimental. L'histoire débute façon film français un peu ennuyeux. Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Ils se revoient car Marianne vient de perdre son mari, père de son enfant. Abel décide alors de la reconquérir. Marianne, c'est Laetitia Casta. On part sur plusieurs pistes avec ce film. Au départ, on peut penser que c'est un triangle amoureux, puis finalement pas du tout. C'est plus qu'un triangle, c'est un rectangle, et puis ça va encore plus loin. Car au milieu des deux va notamment s'immiscer une jeune femme encore adolescente. C'est Ève, elle aussi amoureuse d'Abel. Ève, jouée par Lily Rose Depp. C'est l'homme l'objet du film en fait, et je trouvais ça intéressant parce que souvent c'est les femmes l'objet du désir, l'objet tout court. Début d'un triangle amoureux troublé par Joseph, le fils de Marianne, qui rajoute une histoire de meurtre dans tout ça. Vous ne suivez pas tout à fait, c'est normal, c'est l'objectif de ce scénario coécrit par Jean-Claude Carrière et Louis Garrel, digne héritier de la Nouvelle Vague. C'était le désir d'alterner constamment et d'essayer de prendre à contre-pied les attentes du spectateur et de jouer avec lui. C'est un marivaudage de genre. En tout cas, le spectateur s'amuse devant ce film délicat, tendre, drôle et ramassé puisqu'il ne dure qu'une petite heure et quart. Mathieu Charrier, notre monsieur cinéma Europe 1. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.